Retour en direct sur le plateau de 7 jours. BFM, 806 000 manifestants selon la police, 1,5 million selon les syndicats, des transports quasi à l'arrêt, des écoles fermées. La première journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, jeudi, a été un succès incontestable. Au cœur de la colère, reportage de la rédaction de 7 jours BFM. Après 12 heures de travail dans cette clinique, c'est encore loin d'être la fin de journée pour Koudia Koïta, infirmière de 38 ans. Allô, maman? Ouais, je sors maintenant, là je vais rentrer. Je pense dans 1h30, comme j'ai fait à l'aller. 10 km à pied, entre le 8e arrondissement de Paris et Bobigny, mais pas le choix. La région parisienne est paralysée par la grève. Les lignes de métro qu'elle emprunte habituellement, fermées. C'est assez compliqué, mais en même temps, je ne peux pas prendre un taxi tous les jours pour aller travailler. Donc après, je suis assez sportive. Un trajet interminable aller et retour qui complique sérieusement le quotidien de Koudia Koïta. Du coup, là, vous avez quoi vraiment? Mon GPS. Enfin, j'ai mon téléphone et dessus, il y a mon GPS et du coup, je m'oriente un peu avec ça. Mais chez elle, pas de colère contre les grévistes. Pas question non plus de les rejoindre. Moi, je soutiens tous ces manifestants qui se battent pour nos droits. Mais aujourd'hui, j'ai des patients qui m'ont dit merci d'être là, heureusement que vous êtes venus. Et puis, imaginez-vous être malade et qu'on vous dise ah ben non, monsieur, c'est grève aujourd'hui, faudra revenir demain. Après 1h40 de marche sportive, enfin, Koudia Koïta arrive enfin chez elle. En temps normal, son trajet lui prend 1 heure de moins. Ce soir, elle se couchera sans manger, car l'horloge tourne. Il lui reste moins de 8 heures avant de devoir se mettre en route le lendemain matin, toujours à pied. Donc c'est 10 km, plus debout pendant 12 heures. Donc j'ai les jambes lourdes, donc la douche, ça va me faire du bien. Car en ce mois de décembre, la grève n'a pas dit son dernier mot. Pendant 2 jours, nous avons suivi les mécontents, ceux qui se mobilisent contre la réforme des retraites, comme Fabien, le cheminot. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, on va venir encore lui retirer de l'argent. On ne peut pas laisser passer cette réforme. En coulisses, nous avons suivi Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État au transport. Les Français le connaissent peu. Ça, c'est Pass Navigo, c'est la vraie vie des gens, donc c'est important. C'est lui qui enchaîne les réunions pour assurer un minimum de moyens de transport. On est capable de faire des compromis, des vrais compromis, et pour l'instant, on ne nous a pas proposé de vrais compromis. Nous avons aussi suivi les manifestants au cœur du cortège parisien. Venez avec nous, les gars! Putain, vous venez avec nous, c'est fini! Une démonstration de force qui met le gouvernement sous pression. Plongé au cœur de la grève. France Inter. Bonjour à vous Jean-Baptiste Djebari. Bonjour à vous. Une partie de la bataille se joue sur la communication. 90% des trains annulés à la SNCF demain, c'est pire pour les TER. À 24 heures du début de la grève, le secrétaire d'État au transport a commencé par une matinale en radio. Non, ça allait? Pour de vrai? Et il accueille notre caméra dans sa voiture. Nommé il y a seulement 3 mois, Jean-Baptiste Djebari se retrouve en première ligne. Il tient à nous montrer ses liens avec les syndicats, en passant un premier coup de téléphone. Salut Roger, tu vas bien? L'homme qu'il tutoie au bout du fil, c'est Roger Dillenseger, du syndicat UNSA Ferroviaire. Ils échangent sur la stratégie de la SNCF pour faire rouler les trains. Donc tu me disais, ouais, mobiliser les cadres. La mobilisation des cheminots, catégorie par catégorie. Si, j'ai eu les chiffres. J'ai eu les chiffres sur l'attraction. Les aiguilleurs, par contre, c'est un tout petit peu moins que prévu. Ils discutent aussi, rapport de force. Donc si tu veux, lui il m'a dit, je ne connais pas beaucoup de grèves qui se sont gagnées par chaos. On est capable de faire des compromis, des vrais compromis, et pour l'instant, on ne nous a pas proposé de vrais compromis. Si vraiment je synthétise ce que m'a dit la CGT, c'est ça. Jean-Baptiste Djebari s'attend à une forte mobilisation contre la réforme.
Et depuis 2 mois, j'ai dit à tout le monde que cette grève sera très suivie le 5. Et donc de fait, on y est. Et moi, je ne suis pas étonné des chiffres que nous avons aujourd'hui, parce que c'est un combat assez identitaire pour les cheminots notamment. Et parce que le système des retraites, c'est toujours quelque chose de très complexe. De retour dans son ministère, Vous voulez un café ou pas? Avec Vincent. le secrétaire d'État au transport fait un point très technique avec son chef de cabinet et sa conseillère en communication. On prend des bus un peu n'importe où dans Paris sur des bouts de ligne et on fait vraiment dans Paris le corridor qu'on souhaitait. Non mais ça c'est bien, parce que c'est... Votre demande, c'est une demande du gouvernement. Ça c'est bien, Marion, ça c'est Passe Navigo, c'est la vraie vie des gens, donc c'est important. Ils passent en revue tous les modes de transport possibles, à la RATP comme dans le privé avec les bus Macron. Au total, c'est entre 15 et 20 de bus mobilisables Sur une quinzaine. de chez Entre 10 et 15. de chez Ouais, Du concret qu'il pourra annoncer dans l'après-midi, en conférence de presse. On s'est mis dans toutes les configurations possibles, c'est-à-dire une grève sur un jour, quelques jours, une grève plus durable, et on a construit différents scénarios pour répondre à ces différents degrés de mobilisation. En tout cas, les chiffres de manifs sont assez stables Oui. depuis 5-6 jours. Le nombre de manifestants attendus, c'est à peu près le même nombre que les manifestants qu'on avait eus pour la réforme ferroviaire en 2018, juin 2018. Après, bon. Hop! La suite du programme est plus politique. Jean-Baptiste Djebari va rejoindre les responsables de la majorité parlementaire. Ils doivent se mettre d'accord, entre autres, sur les éléments de langage. Parce qu'on voit bien là où les oppositions tapent, et donc voilà. On n'a pas vocation forcément à se taper dessus, quoi. Pour le dire simplement. Si on a 300 personnes dans les bus, j'exagère un peu, bonjour madame. En stratège pour resserrer les rangs, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. La réunion se tient dans son ministère. Elle briefe le secrétaire d'État avant son intervention. Il faut que tu aies en tête que tu es vachement identifié comme étant dans les ministres clés, enfin pour les parlementaires, comme étant dans les ministres clés qui savent de quoi on doit parler, comment on doit le dire. Et en gros, moi j'ai vachement besoin qu'ils comprennent la tonalité avec laquelle on doit s'exprimer. Tu vois, comme tu étais ce matin sur Inter. Ça t'allait? C'était super. Nous ne serons autorisés à rester que quelques minutes dans la salle. Sibeth Ndiaye souligne d'ailleurs notre présence. On a exceptionnellement un tour image au début de cette réunion, donc je vous propose de s'ouvrir, de prendre l'air et de continuer à discuter. Après cette réunion à huis clos, notre caméra est la bienvenue en revanche. Et on va aller échanger avec des gilets rouges. Pour retrouver le secrétaire d'État à la gare Montparnasse. Le nouveau PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, l'accompagne côté coulisses. Ils viennent rencontrer les agents qui seront en gare le lendemain, malgré la grève. Les courageux gilets rouges. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Les gilets rouges, souvent des cadres qui acceptent de porter ces chasubles pour une journée. Leur mission, renseigner les usagers qui n'ont pas renoncé à se déplacer. C'est une loi de l'histoire. Des interlocuteurs a priori plus conciliants que les cheminots en grève pour le secrétaire d'État. En confiance, il met les pieds dans le plat. Et alors du coup, vous, la réforme des retraites, ça vous va? Ou alors... J'ai essayé, ça se tentait. Je me suis dit, j'ai trouvé 10 personnes en France qui ont compris ce qu'on faisait. J'étais assez content. Vous pouvez me dire la vérité, ça m'alimente... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire grève pour la première fois. Ouais. Et c'est à cause du sujet des retraites. Ouais. L'anxiété, le fait de ne pas savoir... Je pense que ça va mobiliser les gens qui ne se sont jamais mobilisés. Donc, c'est bien les retraites, le sujet. Ok. En fait, moi, j'ai pas mal de mes adjoints directs qui m'ont dit je ferai grève 1 heure et je serai là. Ouais. Et symboliquement, ils veulent que ça compte dans la statistique statutaire. Hein, des cadres opérationnels, ils n'ont jamais fait grève. Et notamment beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres, ouais. Une grève qui mobilise à tous les échelons de la SNCF. Parmi ceux qui ont décidé de cesser le travail, voici Fabien Vendrome.
Il est technicien dans un centre de maintenance de train en banlieue parisienne. Employé en 3-8, il a acheté il y a 2 ans une maison dans ce petit village de l'Oise avec sa compagne. Par rapport au prix de l'immobilier, en fait, on n'aurait pas pu se permettre d'être plus proche de la région parisienne, en fait. En début de carrière, il gagnait 1 300 € net par mois. Après 15 ans d'ancienneté, il touche aujourd'hui 1 900 €. Sur cette partie-là, on a les primes en fait, qui sont liées au fait que je travaille en décalé, que je travaille en 3-8. Comme de nombreux collègues, Fabien a fait ses comptes. Selon lui, avec le projet de réforme des retraites, il sera perdant. Car actuellement, la pension des cheminots est calculée sur les 6 derniers mois, période où les salaires sont les plus élevés. Si on allonge la durée, forcément, on va augmenter le nombre de salaires qui auraient été plus bas et du coup, la moyenne, elle va forcément chuter. On ne peut pas laisser passer cette réforme. C'est encore du pouvoir d'achat sur les petits travailleurs qui va être enlevé. Et quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, on va venir encore lui retirer de l'argent durement gagné, quoi. Sa compagne, Anaïs, est ingénieure en chimie dans un laboratoire. Le couple gagne 4 000 € net par mois, mais ne se sent pas privilégié. Les conditions de travail de Fabien compliquent la vie quotidienne. Quand il est du matin, il faut se coucher tôt. Quand il est de nuit, il faut manger tôt pour qu'il parte tôt. Quand il est de soirée, je suis toute seule. Donc ouais, non, l'organisation, c'est pas... Il faut que ce soit bien rodé. S'il y a le moindre grain de sable dans l'engrenage, c'est fichu. Fabien supporte de plus en plus mal les critiques contre les cheminots. Je suis fier de ce que je fais, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile à vivre. Tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, on se sent attaqué en permanence. Quand je discute avec les amis comme ça, je leur dis, à ce moment-là, venez y travailler, on a des sessions de recrutement, venez travailler à la SNCF, puisqu'on a autant d'avantages, n'hésitez pas à postuler. Et puis la réalité, c'est que les jeunes, ils s'adaptent pas, ils sont pas intéressés. Anaïs, qui travaille dans le privé, soutient le mouvement, mais elle ne fera pas grève. Mais regarde-moi, chaton. Je suis blasée par rapport à tout ça parce que je me dis que quoi qu'on fasse, ça change rien. La mobilisation a-t-elle une chance de porter ses fruits? Début de réponse le lendemain matin. Voici enfin le jour J, le 5 décembre. Pour Jean-Baptiste Djebari, la journée commence à 6h moins le quart. Bon, bien dormi? Superbe. C'était une très bonne sieste. Il faut tâter au plus vite la température. Dans la semaine suivante, Édouard Philippe donnera les contours réels de la loi et on pourra négocier plus calmement. Ça, c'est le scénario optimiste. Merci Christophe. On va revenir aux effets de la grève avec une autre question ce matin. Les tarifs des VTC vont-ils exploser ce matin? Alors les VTC, ça concerne quand même que les urbains, du côté de... Il faut que je reboucle avec eux, mais sincèrement, les mecs ont intérêt à jouer le jeu. Tu veux les appeler avant, sinon, on est des glingues. Avant 7h45 peut-être? Je sais pas. Sa conseillère récapitule le programme de la matinée. Une course contre la montre qui impose de faire des choix. Non. Moi, je vais faire que ce qui était prévu avec Elisabeth Borne. Ah, tu veux pas faire la SNCF? Non, mais parce que c'est à Saint-Denis et que moi, les journalistes, ils pourront pas nous rejoindre. Ok. Le secrétaire d'État doit montrer qu'il est sur tous les fronts. Dès l'aube, une première visite médiatisée auprès des agents de la RATP. Pour l'instant, c'est le début de journée. Ce sera de toute façon une journée compliquée pour les Français. On ne va pas se mentir. Mais effectivement, par rapport aux prévisions qui ont été données hier, pour l'instant, ces prévisions sont tenues. Suivi en début de matinée d'une deuxième au centre de contrôle pour faire le point sur le trafic. Vous allez connaître tous les coins et les recoins du monde des transports. Il est 9h. La patronne de la RATP donne les derniers chiffres. Et puis sur le RER, on est quasiment... 1 sur 2. 1 sur 2 et 1 sur 3, on est à 44% du RER. Le scénario catastrophe, la pagaille générale, semble écarté. Dans le froid du petit matin, la famille Krebs bouscule un peu ses habitudes. Vous êtes levé plus tôt ce matin? 1 quart d'heure plus tôt, oui. Pourquoi?
pour pouvoir aller à l'école à pied et arriver avant la fermeture des grilles. D'habitude, vous mettez combien de temps pour aller à l'école? Un quart d'heure, 20 minutes, on y est. C'est ce qui vous inquiète, c'est la fatigue des enfants, là, si ça dure? Si ça dure, ça va être l'enfer. Ils sont déjà crevés, c'est la période de Noël, et nous, on est fatigués aussi, donc oui, ça va être dur. Sophie, mère de 2 enfants, va rendre service à une autre maman. Salut ma biche. On y va? Sur son chemin, elle récupère 2 camarades de classe supplémentaires. Allez. Avec un peu d'appréhension, le groupe emprunte l'une des rares lignes de métro à fonctionner. Mais contre toute attente, la rame est déserte. J'ai jamais vu aussi peu de personnes dans le métro. On est 12 là. Donc ça veut dire que tout le monde est resté chez soi et qu'il y a peut-être beaucoup d'enfants qui sont restés. Donc tant mieux, ça veut dire que les nôtres pourraient être gardés à l'école aujourd'hui. Aujourd'hui, 3 maîtresses sur 4 sont absentes à l'école des enfants. Seuls quelques-uns seront acceptés en mode garderie. Est-ce que c'est trop tard pour la garderie, pour la petite? Ça marche? En France, le mouvement est massivement suivi. Un enseignant sur 2 s'est déclaré en grève. Ce soir. Bonne journée, travaillez bien. Faites tous les exercices. Sophie est chef d'entreprise. Comme son mari, elle a opté pour le télétravail. Elle va donc gérer sa société par téléphone. Allô, bonjour, Sophie de Pépite Paris. Je vous appelle pour votre réservation de lundi. Elle vient de créer un lieu d'événementiel. J'appelle avec un peu d'angoisse. Pour l'instant, j'ai une annulation qui vient de m'être signalée pour lundi matin, en prévision des grèves qui pourraient être reportées. Vous aviez combien de prestations aujourd'hui et demain et combien qui ont été annulées? J'en avais 4 et les 4 ont été annulés par anticipation. Une grève qui a des répercussions en chaîne sur des milliers de salariés. Sophie a dû raccourcir sa journée de travail. À 16h, je pars de la maison et je vais chercher les enfants à l'école parce que ma nounou est bloquée au fin fond du Bourget et ne peut pas venir les récupérer, donc la journée va être courte. Cassandra, elle, ne peut pas travailler depuis la maison. Cette infirmière libérale se sent aujourd'hui une âme de marathonienne. Sac sur le dos, elle rend visite à ses patients, à pied. Ok, il me reste 33 contre une quarantaine d'habitude. Je regardais ma petite liste de la journée, les patientes que j'ai quand même appelé la famille pour ne pas passer et les patientes que je dois passer aujourd'hui. Malgré un planning aménagé, elle ne sait pas à quelle heure elle viendra à bout de sa liste. À cause de la grève, elle a commencé sa tournée avec 1h30 de retard. Bonjour, je m'excuse pour ce matin, pour le retard. Sa patiente est une dame de 97 ans. Et je vous prends l'attention. Elle a le bras en écharpe et une santé fragile. Mais c'est la grève qui anime la conversation. De toute façon, les gens sont jamais contents. Vous savez, moi j'ai travaillé 44 ans. Quand j'ai commencé à travailler, je faisais pas 35 heures, je faisais 45 heures. Cassandra n'a pas le temps d'entretenir la discussion. Elle enchaîne les visites sur un rythme effréné. Et au bout de quelques heures, l'infirmière montre des signes de fatigue. Là, je sens que je vais tomber en hypo. Je vais quand même prendre un petit truc pour grignoter entre 2 patients. La journée est éprouvante. Cassandra redoute la suite. C'est notre équipe qui va lui annoncer que la galère n'est pas terminée. On vient d'apprendre que la grève sera reconduite jusqu'à lundi. Oh mon Dieu. Non. Non, non. Donc ça va être une autre surprise pour demain. J'ai des patients quand même qui sont sous ma responsabilité. J'ai quand même des soins qui sont importants à prodiguer. Donc du coup, tant qu'il y a possibilité de venir, je préfère le faire. Elle a prévu, s'il le faut, de dormir à son cabinet. Fabien le cheminot s'est lui aussi levé aux aurores. Il faut généraliser les régimes particuliers à la pénibilité. Voilà, ça c'est juste solidaire. Avant d'aller manifester, il s'offre une pause café avec son père retraité. Eh bien, l'espérance de vie, elle est moins longue que ceux qui travaillent dans des horaires entre guillemets normaux. Quand tu as travaillé toute ta vie dans le monde industriel comme ça, t'es usé, il faut le vivre pour comprendre. Hubert a 63 ans. Il a été cantonnier, charcutier, ouvrier automobile. Il a commencé à travailler à l'âge de 14 ans.
et touche actuellement 1 400 € de retraite. Il s'inquiète pour l'avenir. Moi, c'est pour mon fils et mes petits-enfants, parce que j'ai quand même des petits-enfants, et la misère qu'on est en train de leur présenter, là, ça va être une catastrophe. Parce qu'on ne fera pas dans le sens de l'ouvrier, on ne fera jamais dans le sens de l'ouvrier. Voilà, il faudra qu'ils travaillent jusqu'à 70 ans. Malgré des genoux douloureux, il a tenu à participer à la mobilisation. Au revoir. Bonne journée. Ouais. Père et fils vont parcourir plus de 5 km à pied en direction de la gare du Nord. Aucun RER ne circule à cause de la grève. Et les bus sont pris d'assaut. Les usagers là, qui courent comme ça pour aller travailler, vous répondez quoi? Bah oui, malheureusement, on fait pas grève pour embêter les gens. Hein. On fait grève on fait pas grève pour gagner quelque chose. Là, encore une fois, on fait grève pour ne pas perdre nos acquis et pour le système de retraite de tout le monde. En fait, tout le monde est concerné. Fabien et Hubert rejoignent les autres cheminots. La mobilisation est massive. On compte 85% de grévistes chez les conducteurs, 73% chez les contrôleurs. Les leaders syndicaux chauffent les troupes. La manifestation commence en fait dès l'arrivée sur les quais de la gare. L'ambiance est bon enfant. Direction ensuite le gros de la manifestation. Nous, on va rester avec le groupe là. Dès le début, la foule est dense. Il y a beaucoup de monde. Ça montre l'ampleur de la colère en fait. Tous les travailleurs qui sont concernés par ce projet de loi. Et je pense que ouais, ça montre que les gens ils sont déterminés. C'est impressionnant, il y a beaucoup de monde. Le cortège compte beaucoup de cheminots, mais aussi des infirmières, des enseignants et même certains pompiers venus de régions parisiennes. Les manifestants ont réussi une démonstration de force à Paris, mais aussi à Lyon, à Marseille, à Nantes ou encore Montpellier. La France en effervescence. Plus de 250 mobilisations organisées dans tout le pays. 800 000 personnes dans les rues selon la police. Plus d'1,5 million selon les organisateurs. Une journée émaillée de quelques incidents dans la capitale. Des manifestants appellent les policiers à se ranger de leur côté. Qu'est-ce que vous attendez les gars? Avec nous! Vous avez envie de nous taper sur la gueule à nous? C'est ça que vous voulez? Putain, on est pareil les gars! On passe dans notre pays! On paye les mêmes impôts! On se fait avoir! Venez avec nous les gars! Putain, vous venez avec nous, c'est fini! À proximité, des individus issus de la mouvance anarchiste se rassemblent. Ils constituent un black bloc pour affronter les forces de l'ordre. Jusqu'à 700 ultras ont été repérés dans la capitale. Les dégradations commencent. La vitrine d'une agence immobilière est fracassée. Cet abri de chantier incendié. Ce qui dégage une épaisse fumée grise. Au même moment, Fabien le cheminot et Hubert sont bloqués un peu plus haut dans le cortège. Ils remarquent au loin le panache de fumée. Mais ils ne peuvent pas voir les échauffourées. C'est un ami qui les informe. T'es sur République là?
D'accord, ouais, ok. Ouais, donc là, ouais, je viens d'avoir Fredo, ouais, il est juste devant République. Et en fait, tout est bloqué, ça gaze. Du coup, on risque de ne pas avancer, en fait. Ça chauffe déjà, ouais. En arrivant près des zones dégradées, il constate les dégâts. Mais il ne veut pas être associé aux Black Blocs. Ça, je suis pas d'accord. C'est des choses qui ne sont pas à mettre sur le dos des manifestants. Nous, on a pu voir toute la journée, c'était une manifestation pacifique, il y a de la bonne ambiance. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de casseurs ni de dégradation sur l'ensemble du parcours. Fabien et Hubert s'éclipseront vers 18h30. Épuisés par une journée de marche et par les 2 heures de route qui les attendent pour rentrer chez eux.